L'année politique et budgétaire 2025 se termine un peu comme la précédente. Le Parlement, fracturé, sans majorité, n'est pas parvenu à un compromis sur la loi de finances. Et pour en parler ce matin, le président de la Commission des finances à l'Assemblée nationale. Bonjour Éric Coquerel, député insoumis de Seine-Saint-Denis, je le précise également. Alors en cette fin d'année, quels sont vos vœux pour la France et les Français? Est-ce que vous en avez? Oui, bien sûr. Déjà, bonne santé à toutes et tous, c'est normal et c'est sincère. Bon, au-delà de ça, j'ai un peu peur que ce soit des vœux pieux, pour tout vous dire. Par exemple, le respect du droit international. J'écoutais tout à l'heure ce qui vient d'être dit, que ce soit vis-à-vis de Gaza, de la Palestine, ou que ce soit vis-à-vis de l'Ukraine. Et puis aussi, j'allais dire, un meilleur pouvoir d'achat, moins de dégâts sociaux dans notre pays, malgré la politique qui est appliquée. Et puis, peut-être aussi souhaiter qu'il n'y ait pas trop de catastrophes climatiques, même si malheureusement le dérèglement climatique doit nous inciter à être pessimiste. Mais voilà, c'est peut-être des vœux pieux, mais c'est peut-être ce que je souhaite. Et dans vos vœux, il n'y a pas un budget pour la France, rapidement? Un budget, mais on en a un budget. La loi spéciale, contrairement à ce qui est dit, est un budget. Donc que les gens n'aient pas trop peur. Je dis que c'est on dit aussi que c'est une rustine législative. Oui, c'est un budget. En attendant un vrai budget. Le gouvernement en rajoute comme l'année dernière pour faire peur aux gens et pour mettre la pression sur le Parlement pour qu'il aboutisse au plus vite sur un budget, même si c'est un mauvais budget. Mais pour l'heure, c'est un budget qui est temporaire. Il n'y a pas de souci, mais qui théoriquement permet de dupliquer le budget de l'an dernier en recettes et dépenses. Malheureusement, le gouvernement a une vision un peu très limitative de ce budget au niveau des dépenses, encore une fois, pour faire pression, mais il peut tenir quelques mois le temps de trouver un nouveau budget. Prendre le temps de bâtir un bon budget n'est pas une faiblesse, a dit mardi soir le Premier ministre Sébastien Lecornu. Vous ne prenez pas un peu trop votre temps, quand même, au Parlement ? Ceux qui ont pris leur temps, c'est le gouvernement, parce que je vous rappelle qu'ils ont transmis ce budget 2 semaines en retard par rapport à la loi organique. C'est ces 2 semaines-là qui ont manqué pour être dans les temps. En tout cas, ce qui a manqué, c'est déjà au niveau du temps, oui. Et le reste du temps, c'est l'examen normal du budget. C'est une question de temps. Alors, c'est pas une question on n'est plus habitué. Je veux dire pourquoi on n'est plus habitué et que les gens sont un peu surpris. C'est que normalement, il y a le 49.3 depuis 2 ans. Alors évidemment, tout s'arrête très vite sans vote. Bon, cette fois-ci, pour éviter la censure, le gouvernement n'a pas mis 49.3. Donc ça a duré un peu plus longtemps. Mais surtout, ce qui ne change pas la situation, c'est qu'on a un gouvernement minoritaire qui impose un texte minoritaire et il s'étonne quand même que l'Assemblée ne l'applique pas aussi vite qu'il le souhaiterait. Bon, c'est ça la situation anormale. Et du point de vue-là, on perd du temps depuis juillet 2024 où le président Macron a refusé de donner la possibilité à ceux arrivés en tête, le nouveau Premier ministre, de gouverner le pays. Et depuis, on nous impose des gouvernements minoritaires. Il n'y a pas d'endroit ailleurs en Europe, dans des démocraties parlementaires, où on agit comme ça. C'est ça le problème de fond. Et l'une des conséquences, vous l'avez dit, c'est cette loi spéciale qui a été adoptée avant Noël. Alors elle permet de lever l'impôt et de payer les fonctionnaires, mais elle a quand même des conséquences. C'est le maintien du barème de l'impôt sur le revenu. Il n'est pas relevé pour suivre l'inflation. Ça veut dire que les impôts vont augmenter mécaniquement. Alors encore une fois, elle permet plus que de lever... J'insiste parce que... Elle permet d'emprunter aussi sur les marchés. J'entends beaucoup Amélie de Montchalin qui vient répéter que, par exemple, on pourra pas acheter des munitions pour la défense. Ouais. Ou ma prime rénov pour le bâtiment. Oui, par exemple. Et ben moi, je dis que c'est faux. Je dis que c'est une lecture des textes. Les textes ne disent pas ça. Les textes disent que vous pouvez faire en sorte que les dépenses votées en 2025, vous les appliquiez en 2026. Et que je sache, en 2025, par exemple, il y a eu des dépenses prévues et non pas votées, parce qu'on n'avait pas le droit de voter, mais adoptées pour les munitions, par exemple. Donc cette manière de faire pression, c'est pas un service rendu au pays. Mais sur les impôts sur le revenu, sur les impôts sur le revenu, là aussi, je suis très étonné. Moi, j'avais fait un amendement permettant de relever le barème. Il a été adopté en commission. Malheureusement, la présidente de l'Assemblée a jugé qu'il était irrecevable. Je trouve que ça aurait été intéressant d'aller devant le Conseil constitutionnel. Pourquoi ? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la loi spéciale, c'est seulement la 2e fois où elle est appliquée dans ce qu'on appelle la loi organique, la loi constitutionnelle. Donc je trouve qu'on nous dit des choses comme des évidences qui ne le sont pas tant que ça. La présidente on aurait pu, mais ce qui est possible... La présidente de l'Assemblée nationale, elle s'est appuyée sur un avis du Conseil d'État qui dit et on ne peut pas adopter une nouvelle mesure fiscale. D'où le rejet de votre amendement. Le Conseil d'État, c'est pas le Conseil constitutionnel. Je trouve qu'on avait des arguments. Les arguments étaient simples. C'est qu'on peut considérer que les mêmes impôts, c'est aussi le périmètre des gens qui sont touchés par l'impôt, et que si vous bougez le périmètre, c'est plus tout à fait le même impôt. Mais qu'importe. Mais dites-vous, si on va
payer plus d'impôts et si 200 000 foyers vont tomber dans l'impôt alors qu'ils étaient non imposables jusqu'à présent. Si le gouvernement le souhaitait, je vous le dis, nous l'avions proposé l'an dernier d'ailleurs avec le rapporteur général d'alors, Charles de Courson, il serait tout à fait possible de passer une loi de finances rapide qui permet ce barème, par exemple, ou qui permet d'appliquer certains crédits d'impôt qui s'éteignaient au 31 décembre et qui auraient pu être prolongés. C'est tout à fait possible. C'est donc lui qui porte la responsabilité de ne pas le faire ou de le faire. Et je lui demande de le faire au plus vite de façon à rassurer les Français. On va aller tout de suite au standard parce qu'on a une première question de Louis. Bonjour Louis. Oui, bonjour madame. Allez-y, bonjour, on vous écoute. Oui, bonjour madame, bonjour monsieur le député. Moi j'ai une question. Donc l'endettement de la France était à 3 482 milliards là, au 30 septembre, ça s'est accru de plus de 60 milliards au troisième trimestre. Pourquoi les députés français ne font rien pour réduire le déficit qui ne fait que s'accroître? Votre réponse, Éric Coquerel. Si, les députés proposent des choses. Nous, par exemple, on propose de remédier aux raisons même de l'augmentation de ce déficit depuis 2017 pour moitié, qui est la baisse des recettes de l'État en faveur des plus riches. C'est simple, c'est 62 milliards par an que nous coûtent ces cadeaux. Je vais vous en citer un autre. Par exemple, il y a une niche fiscale, Pacte Dutreil. La Cour des comptes vient de faire un rapport dessus qui explique que les effets économiques sont peu discernables et que c'est surtout un objet d'optimisation fiscale pour les plus riches. Ça coûte 6 milliards d'euros. C'est pour l'héritage, pour transmettre une entreprise familiale. Soi-disant, c'était pour transmettre l'héritage des entreprises familiales. Mais il trouve que c'est quasiment... Ça, c'est vraiment très marginal dans cette aide. C'est surtout un outil d'optimisation encore de plus pour les plus riches. Comprenez, Louis, que ça coûte 6 milliards à l'État. Voilà. Et nous pensons qu'il faut au moins le réformer pour que ça coûte moins cher. Je pourrais vous ajouter le crédit d'impôt recherche qui est un peu sur le même registre. Et puis, je vous dis, ces cadeaux fiscaux, la flat tax, la suppression de l'ISF, qui ne sert que les mêmes et qui, au lieu de pénaliser ceux qui en ont bien profité depuis 2017, l'État nous propose de baisser le déficit en attaquant tous les Français, en attaquant les ministères, en baissant le budget ministère, en faisant en sorte, par exemple, que le barème de l'impôt ne soit pas assujettis à l'inflation, etc., etc. Voilà, c'est pas notre vision des choses, mais on a fait des propositions très claires. On pense qu'on pourrait récupérer assez facilement 150 milliards d'euros comme ça. Vous voyez, on pourrait réduire le déficit et même avoir de l'argent pour investir, parce que c'est ce qui nous manque cruellement dans ce pays. On entend ce que vous répondez à Louis. Effectivement, vous avez des solutions, des propositions, mais ce qui manque peut-être aujourd'hui, c'est un compromis pour pouvoir voter ces propositions. Parce qu'aujourd'hui, chacun y va de ses propositions et rien n'est voté au final et on n'a pas de budget. Mais c'est assez extraordinaire ça, parce que le gouvernement nous propose un budget qui baisse de 40 milliards de dépenses publiques. Dépenses publiques, je le répète, je le dis aussi à Louis, parce que souvent on nous dit, n'ont pas augmenté depuis 2017 par rapport au produit intérieur brut. Vous avez compris, ce qui a baissé, c'est les recettes. Et le gouvernement veut faire à peu près la même politique et dit, comment ça, vous n'êtes pas prêt à un compromis sur notre politique qui a été battu dans les urnes? L'opposition a le droit de dire non. On ne souhaite pas un mauvais budget pour ce pays et nous nous opposerons jusqu'à ce qu'on trouve un budget, disons, plus correct, au moins les faire reculer sur la pire des choses. Et c'est ce que nous essayons de faire coûte que coûte. Oui. Et vous allez recommencer les travaux. Alors le gouvernement veut recommencer les discussions dès le 5 ou le 6 janvier. C'est possible, c'est tenable? On va les commencer le 8 et le 9, c'est-à-dire en commission, parce qu'il faut pouvoir déposer les amendements avant. Donc on va aller vite. Parce que. Et sur quel texte? Ça va être sur le texte du Sénat. Alors pour bien comprendre, le texte du Sénat a aggravé, on va dire, justement, le texte initial, déjà, qui était pas terrible. Il l'a aggravé parce que, par exemple, toutes les quelques mesures vis-à-vis des plus hauts patrimoines ou des très grandes entreprises ont été enlevées. Alors, il n'y a que vis-à-vis des collectivités territoriales où il l'a plutôt amélioré. Mais sinon, c'est un texte qui a été, qui nous arrive aggravé. Et quelles sont les marges de manœuvre pour amender ce texte ? Les marges de manœuvre pourraient être toutes celles que l'Assemblée décide. En première lecture, on a quand même largement amendé ce texte. On avait notamment été trouvé 34 milliards d'euros de supplémentaires de recettes, uniquement vis-à-vis des ultra-riches et des très grandes entreprises. Le gouvernement avait dit « ce n'est pas légal, etc. » Ce qui était aussi une vision très, très, très subjective des choses. Moi, je l'ai contesté. Mais je ne crois pas que le gouvernement ait envie de ça. En fait, en réalité, le gouvernement, il espère un compromis qui touche très peu, finalement, au budget qu'il veut imposer, et qui est un budget qui, depuis 2017, parce que c'est un peu les mêmes qu'on subit, a des conséquences économiques graves sur le pouvoir d'achat, sur la désindustrialisation, sur l'augmentation du chômage, sur l'augmentation de la pauvreté, etc. Et nous, je ne souhaite pas ça pour mon pays. À quelles conditions vous pourriez voter le budget 2026 ? Aucune.
Aucune. Oui, vous ne voterez pas le budget 2026 de toute façon. D'abord parce que je vous rappelle qu'une opposition, si vous votez le budget, vous n'êtes plus dans l'opposition, vous êtes dans la majorité. Alors ça voudrait dire que pour le voter, il faudrait que ce budget soit transformé totalement dans l'esprit de ce que je viens de dire. C'est-à-dire, on arrête de prendre et de faire peser le coût du déficit sur l'ensemble des Français. Et on va chercher l'argent là où il est, c'est-à-dire vers les ultra-riches. Mais c'est pas ce qui va être fait. Faut pas être naïf. Le gouvernement essaie de trouver un compromis en toilettant légèrement son budget. Et donc, c'est un compromis qui sera impossible. La droite et le bloc central poussent Sébastien Lecornu à faire adopter son budget par 49.3. Il s'y refuse. Est-ce que c'est tenable ? Écoutez, il faut lui demander. Moi, c'est pas à moi de faire la tactique du gouvernement. Je pense que ce budget passera pas par le vote. Ça sera très compliqué pour les raisons que je viens d'expliquer. Alors nous, on est radicalement contre ce budget. Mais si je prends même les socialistes, par exemple, qui sont plutôt enclins à trouver un compromis, l'écart entre ce qu'ils demandent, même le peu qu'ils demandent, et ce que M. Lecornu veut céder, je veux dire, est un peu trop important à mon avis pour qu'ils votent le budget. Alors, j'ai cru comprendre que même eux aimeraient bien un 49.3 qui permettrait de ne pas voter la censure ensuite, qui coûterait moins cher en termes de compromis au gouvernement. Bon, j'allais dire, nous, une chose est sûre, c'est que si à 49.3, nous nous censurons tout de suite, parce que ça serait évidemment une façon de faire passer un budget de la manière la plus scandaleuse qui soit. Vous l'évoquiez, le Premier ministre a quand même réussi à faire adopter un budget de la sécurité sociale en trouvant un compromis avec les socialistes. Pourquoi c'est pas possible avec le budget de l'État ? Pourquoi ça a marché avec la sécurité, pas le budget de l'État ? Parce que le budget de l'État, il faut bien comprendre. Si vous votez le budget de l'État, je le redis, vous faites partie de la majorité. Voilà, bon, moi je pense que c'est vrai le budget de la sécurité sociale, mais les socialistes le contestent. Mais tout simplement aussi parce que j'allais dire que le budget de l'État est encore pire que le budget de la sécurité sociale, là où il était arrivé. Alors le budget de la sécurité sociale, c'est pas terrible, y compris le Parti socialiste a voté un budget quand même qui va prendre 4 milliards sur les hôpitaux. C'est-à-dire il faudrait 4 milliards de plus pour que les hôpitaux répondent aux besoins des Français, les mêmes besoins qu'en 2025. Il manque 4 milliards, plus 1 milliard. Mais ils ont obtenu la suspension de la réforme des retraites. Le décalage. Je sais que vous reprenez le terme suspension, que le gouvernement... Le décalage. Voilà, c'est un décalage. Pourquoi c'est un décalage et pas une suspension ? C'est que la réforme n'est pas arrêtée, que le 1er janvier 2028, elle reprendra si en fonction rien n'est fait. Du nouveau président de la République. Oui, certes, peut-être, mais n'empêche, il n'y a pas besoin d'acte législatif pour qu'elle reprenne. Et donc, pour l'instant, les Français... C'est quand même un geste fort que tout le monde demandait. Bah non, le geste fort, ça aurait été de l'abroger. Parce que ce que tout le monde demandait, c'est l'abrogation. Je vous rappelle qu'il y a une large majorité à chaque fois pour l'abrogation de la réforme des retraites à l'Assemblée. Et si on avait le droit de la voter en tant que telle, et en tant qu'elle aurait été abrogée. Donc le compromis, a plutôt été en faveur du gouvernement, en réalité, en acceptant juste un décalage. Le Premier ministre, dans son allocution cette semaine, a reparlé de ces 5 thèmes sur lesquels il entend chercher un accord avec les différents groupes politiques, agriculture, collectivités locales, logement, outre-mer, avenir et jeunesse. C'est-à-dire, il veut faire quoi avec ces 5 grands thèmes ? Je me demandais, j'ai regardé, je savais que vous alliez m'interroger là-dessus. Alors c'est de l'humour noir, quoi. Alors, agriculture, pour que les gens nous écoutent bien, en 2 ans, le budget de l'agriculture, c'est moins 18%. D'ailleurs, ce qui explique en partie pourquoi, par exemple, on n'a pas assez de vaccins, pourquoi on a des problèmes en termes de vétérinaire public. Bien. Si on prend le budget de la recherche à l'université, c'est pareil. C'est en 2 ans, moins 200 millions, et c'est encore pire pour la vie universitaire. Et par exemple, dans ma circonscription à côté, il y a l'université Paris 8, donc qui va devoir faire 10 millions d'euros de coupes budgétaires en plus, supprimer 25 postes, et qui ne sait même plus comment il va y arriver. Prenons le 3e thème, les collectivités territoriales. En 2 ans, c'est plusieurs milliards qui ont été supprimés. Et là où le gouvernement M. Lecornu est quand même pousse le bouchon très loin, c'est qu'il évoque les investissements écologiques, le fonds vert. Le fonds vert, vous savez, c'est ce qui permet d'amorcer des investissements écologiques pour les collectivités. Ce fonds vert, il a baissé considérablement de près de 2 milliards, 75% en 2 ans. Voilà. Je pourrais ajouter le budget de l'environnement qui a baissé. Le logement, c'est une catastrophe. Enfin, en gros, il prend des mesures sur lesquelles déjà le budget de l'an dernier les a largement amputés. Le logement, c'est une bombe sociale qui est en train d'exploser. Et le budget prévu les ampute encore. Alors, je ne sais pas très bien où il va trouver ses compromis. Est-ce que c'est un peu moins de baisse que celle de prévue ? Mais ça ne fait pas un compromis. Ça fait l'acceptation d'une politique qui est catastrophique sur tous les thèmes que je viens de vous citer. Vous l'évoquiez, le pouvoir d'achat des Français. Selon un sondage paru dans le Figaro ce matin, sondage Odoxa Backbone, la priorité des Français, ce serait le pouvoir d'achat, juste devant la sécurité. Est-ce qu'on en fait assez ? Est-ce que vous, les députés, vous en faites assez pour le pouvoir d'achat des Français ? Les députés en général, je ne sais pas, mais nous, oui. Voilà, nous, on est, je viens de vous le dire, on est pour faire en sorte que
ce qui se passe depuis 2017. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer, ce pouvoir d'achat on encore ? partage, je vais vous dire une chose, on partage ce qu'on appelle la valeur ajoutée différemment, c'est-à-dire les profits des entreprises, globalement, ce qui est produit, se partage entre le capital et le travail. C'est un vieux classique, voilà. Et ce qui se passe depuis 2017, c'est que ça part de plus en plus au capital, soit par des cadeaux fiscaux, des niches, etc. Nous, on propose que ça aille plutôt au travail, d'augmenter les salaires, d'augmenter les minima sociaux, d'augmenter les retraites, d'augmenter tout ce qui permet en plus de doper la consommation populaire. Alors, non seulement c'est bon pour le pouvoir d'achat, mais c'est bon pour l'économie. Parce que le budget, par exemple, prévu par le gouvernement aujourd'hui, c'est un effet de 1,5 point de croissance qui va diminuer l'an prochain, uniquement par l'effet récessif. Donc voilà, c'est tout simplement remettre de l'argent au profit de tous ceux qui produisent des richesses dans ce pays. C'est les travailleurs, c'est les petits patrons, c'est les artisans, c'est les commerçants, etc., au lieu de tout mettre sur des fonds spéculatifs, des actionnaires, des dividendes, etc. Et ça nous coûte des centaines de milliards d'euros par an. Mais est-ce que le pouvoir d'achat des Français a vraiment baissé et continue encore de baisser ? Parce que les chiffres de la croissance sont pas mauvais, les prévisions sont revues à la hausse pour l'année prochaine, l'inflation a baissé. Alors, y a-t-il vraiment un problème pouvoir d'achat ? Alors, ça fait Ou est-ce du années, ressenti ? Ça fait plusieurs années, non, c'est pas ressenti, c'est très concret. Ça fait plusieurs années, en fait, que vous dites, par exemple, l'inflation baisse. C'est vrai que l'inflation baisse. Cela dit, l'inflation, elle est un petit peu plus haute encore pour tous les produits de première nécessité alimentation qui pénalisent beaucoup les Français. Et puis, surtout, on s'aperçoit depuis quelques années, c'est que le pouvoir d'achat moyen des Français augmente très légèrement. Et en fait, il n'augmente pour les revenus du patrimoine. Voilà. Qui explique, par exemple, je cite toujours ce chiffre, mais il est quand même frappant, que les 500 personnes les plus riches de ce pays possédaient à peu près 20% du PIB en 2017. Aujourd'hui, c'est le double quasiment. Ils ont doublé leur richesse. Et ça, c'est de l'argent qui manque à tout le monde. Et tous ceux qui, eux, souffrent du pouvoir d'achat, les salariés, etc., tous ceux qui nous écoutent et qui comprennent très bien ce que je veux dire. Justement, on va retourner au standard 01 45 24 7000 pour retrouver Anouar. Bonjour Anouar. Oui, bonjour à France Inter et je vous souhaite de belles fêtes. À vous aussi, merci. Posez votre question. Alors, ma question à monsieur le député Cochrane, que je remercie d'être là à France Inter. En tout cas, on sait maintenant qu'il y a 80 milliards de détournement fiscal, de fraude fiscale. Ça, c'est une donnée statistique établie, tout le monde. On sait, comme monsieur le député le sait, que différents gouvernements ont pris des mesures pour qu'il y ait moins de fraude fiscale. Et on a parlé tout à l'heure de la dette, vous voyez où j'en veux venir, c'est-à-dire comment réduire la dette, justement, et j'aimerais savoir, de la part de monsieur le député, quel est le bilan partiel de ces mesures, combien l'État récupère par an par rapport à ce manque à gagner pour l'État, pour les recettes, parce que monsieur le député a bien dépeint cette situation. Merci Anouar. Votre réponse, Éric Coquerel. C'est une très bonne question parce qu'il y a des avantages fiscaux pour le capital, je l'ai dit, les niches, la flat tax qui est un bouclier, et malgré tout, il continue à avoir une optimisation, ce qu'on appelle dans la zone grise, ou de la fraude carrément fiscale, effectivement estimée selon les interlocuteurs entre 80 et 100 milliards d'euros. J'ai une mauvaise nouvelle, c'est que le gouvernement fait peu de choses en réalité. Là, il y a une loi, par exemple, sur la fraude qu'on va examiner à l'Assemblée. Globalement, c'est surtout sur ce qu'on appelle la fraude sociale qu'elle va peser, qui est mais très très largement inférieure à la fraude fiscale. Et les moyens manquent pour la fraude fiscale, notamment par exemple parce que Bercy, la DGFiP, qui est la direction qui justement contrôle les finances publiques, voilà, les finances publiques, voit ses effectifs diminuer depuis des années. Donc il y a moins de contrôleurs des impôts. Il y a moins de contrôleurs, donc on a de plus en plus recours à des outils internet, numériques, voire IA, etc., mais qui n'ont pas forcément la même efficacité. Donc c'est clair que par rapport à ce qu'il faudrait pour lutter contre la fraude, on en est loin, mais c'est un peu la même chose que ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que vous mettez sous le nez des gouvernements et des députés qui le soutiennent, par exemple ces histoires de niches fiscales qui sont quand même incroyables. J'attire vraiment les Français sur le scandale que ça représente. Eux, ils payent les impôts, de manière l'impôt sur le revenu, et puis il y a des gens qui payent, par exemple, les plus riches de ce pays, ça va peut-être vous surprendre, payent quasiment pas d'impôt sur le revenu. C'est-à-dire qu'ils transfèrent leurs revenus vers l'optimisation, vers des biens professionnels, vers des holdings, et ils payent quasiment pas d'impôts. Bon, c'est quand même sidérant, vous pouvez le mettre sur la table,
et rien ne change, et pourtant ça nous coûte des dizaines de milliards d'euros. Donc je suis tout à fait d'accord avec votre auditrice. Ces derniers jours ont aussi été marqués par la colère des agriculteurs. Vous le disiez il y a quelques minutes, les agriculteurs touchés par la dermatose nodulaire contagieuse. On parle des piquets, des blocages sur les autoroutes. Est-ce que vous comprenez cette colère des agriculteurs ? Alors non seulement on la comprend, mais figurez-vous, on la soutient depuis juillet dernier, parce qu'il se trouve qu'après le premier abattage qui avait été en Savoie, c'est-à-dire vous soutenez la politique d'abattage systématique, la vaccination, vous opposez à l'abattage systématique dans les troupeaux. On s'y oppose, c'est une pratique d'abord assez barbare quand même. Qui est née d'un consensus scientifique. Non, justement. Pour endiguer cette maladie qui est extrêmement contagieuse et mortelle parmi les bovins. Oui, vous avez... Par exemple, l'OMSA, qui est l'Organisation mondiale de la santé animale, vous avez l'Agence européenne de sécurité des aliments, FCA, qui sont aussi scientifiques, qui expliquent qu'il y a d'autres méthodes, par exemple, qui sont appliquées d'ailleurs en Turquie, par exemple, dans les pays, c'est-à-dire beaucoup plus de vaccination, et on a mis beaucoup de temps à commencer un peu à l'élargir, et je pense que c'était faute d'avoir suffisamment de vaccins, ce qui a peut-être un lien avec la question des budgets dont je parlais tout à l'heure, et puis d'avoir un abattage ciblé sur la bête malade et une quarantaine plus large. Bon, voilà. Il y a d'autres alternatives. Donc là, vous êtes d'accord avec la coordination rurale, syndicat agricole, la Confédération paysanne, les deux, oui. Plutôt à l'extrême droite, effectivement côte à côte avec la Confédération paysanne. Oui, cette alliance ne vous... Alors d'abord, il n'y a pas que l'extrême droite dans la Confédération rurale, ça c'est... dans la coordination rurale, oui. Coordination rurale. Et ce que j'observe, moi, c'est surtout ce sur quoi ils contestent, et ils ont raison. Les éleveurs, c'est épouvantable. Alors d'abord, y compris vis-à-vis de la cause animale, on en parle peu, mais enfin, imaginez que vous abattez tout un troupeau de bêtes saines parce qu'il y a une bête malade. Déjà, je pense qu'il faut vraiment essayer de chercher une autre solution avant d'avoir ce genre de recours. Et en plus de ça, l'efficacité s'interroge quand même parce que ça continue à se développer. Il y a d'autres méthodes, d'autres propositions, et tout ça est lié aussi, en plus de ça, avec une volonté du gouvernement. C'est de garder le statut par rapport à la France de pays exportateur entre guillemets indemne. C'est-à-dire que quand vous vaccinez pas toutes vos bêtes, vous reconnaissez un état sanitaire qui vous permet d'exporter. Si on vaccine trop, on ne pourra plus exporter, effectivement. Voilà. Et on voit bien que ça a un lien aussi avec quelle politique agricole on veut. Est-ce qu'on veut favoriser une souveraineté alimentaire ou est-ce qu'on veut favoriser le libre-échange, l'exportation ? Et là, on tombe sur le Mercosur, qui est la deuxième raison d'opposition des agriculteurs actuellement. Et là aussi, on les rejoint totalement parce qu'on est farouchement opposés à cet accord de libre-échange. 2026, ce sont les élections municipales. Galop d'essai avant la présidentielle. Quel objectif pour la France insoumise, pour ces municipales au mois de mars ? De faire en sorte d'appliquer notre programme de ce qu'on appelle de radicalité concrète, de rupture dans le maximum de mairies. Donc on veut essayer d'en gagner. C'est toujours très dur parce qu'on en a très peu, donc on sait que ça c'est un avantage quand vous partez sur des municipales pour les maires sortants, mais quand même, par exemple, si je regarde dans ma circonscription, je pense que Saint-Denis, la ville de Saint-Denis-Pierrefitte, deuxième ville de France, est une ville largement gagnable. Il y en a d'autres dans ma circonscription. L'autre difficulté, c'est que vous ne voulez pas faire alliance avec qui que ce soit d'autre à gauche. La difficulté, c'est qu'à gauche, notamment le Parti socialiste a décidé qu'il n'y avait aucune alliance avec France Insoumise au premier ou au deuxième tour. Parce que vous auriez aimé ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a... en tout cas, la chose a été dite d'emblée, et même au deuxième tour. Je ne sais pas comment ils vont faire à Paris notamment, mais même au deuxième tour, s'ils arrivent en tête, ou s'ils arrivent deuxième derrière la droite, Monsieur Grégoire a dit pas d'alliance avec LFI. Bon, on verra bien comment ils se débrouilleront. Ce que je veux dire par là, c'est que l'espèce de doukase vis-à-vis de LFI a d'abord été lancé par le Parti socialiste. Ça a été lié en même temps au fait qu'il ne vote pas la censure de M. Bayrou, puis de M. Lecornu, donc un changement d'orientation politique. Nous, c'est pas là-dessus qu'on était forcément partis. Par contre, on est parti sur le fait d'appliquer des programmes de rupture. Exactement comme au niveau national. Ça, on est fidèle à notre programme. Et c'est pour ça qu'on présente des listes pour essayer de défendre ce programme. Ça me semble être assez, normal en démocratie. Dernière question en quelques mots, puisque 2026, ce sera également le début de la campagne présidentielle. C'est Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la France Insoumise. Alors moi, je le souhaite. Ça fait longtemps que je le dis et je pense que il n'est pas temps de passer le relais à une autre génération. Il a 74 inévitablement, mais pour l'instant, je pense que c'est le candidat le plus à même de nous faire gagner, le plus efficace. Et celui qui a le plus de stature d'homme d'État. Voilà, donc c'est aussi un peu ce que je souhaite qui avance en 2026 pour 2027. Éric Coquerel, merci beaucoup d'être venu ce matin à France Inter. Je vous souhaite de joyeuses fêtes, c'est comme ça qu'on dit ? De joyeuses fêtes. Ah, j'ai vu qu'il y avait une polémique là-dessus. Joyeuses fêtes, on va s'en tenir là. J'aurais pu dire Noël, c'était pas un problème tellement c'est laïcisé. Non, joyeuses fêtes, c'est bien. Joyeuses fêtes, d'accord. Joyeuses fêtes à vous. J'ai vu qu'une polémique débilité.